Salut à tous, c'est Simon, le CPO et cofondateur de Script. J'espère que vous allez bien. Bienvenue dans ce nouvel épisode de Product Backstage. Ce mois-ci, on va parler intelligence artificielle. Pour parler de ce sujet qui a radicalement changé la façon dont on travaille aujourd'hui, je vais recevoir Christophe Pasquier, qui est CEO et cofondateur de Slight. On va voir ensemble comment est-ce qu'il y a un an, son équipe s'est emparée de ce sujet, comment est-ce qu'ils ont expérimenté, exploré l'usage de l'IA au sein de leurs produits. Et on va voir comment est-ce que cette technologie a radicalement changé leurs produits, leurs propositions de valeur et le positionnement de Slight sur le marché. C'est un épisode qui est encore une fois très riche, très dense, où Christophe a accepté de nous partager beaucoup de documents internes pour illustrer la manière dont lui et son équipe ont exploré autour de l'intelligence artificielle. Et si vous vous posez des questions en ce moment sur la manière d'utiliser l'IA au sein de votre produit et pas simplement comme vous, un outil de travail, ou pas juste pour cocher la case IA dans votre produit ou sur votre site marketing, eh bien cet épisode va vraiment être très utile pour vous. Alors je vous souhaite un bon visionnage. Salut Christophe. Hello Simon. Comment ça va? Écoute, très bien, je suis ravi d'être là. Écoute, ravi que tu sois là et que tu aies accepté de venir dans ce Product Backstage. Est-ce que tu peux d'abord me dire qui tu es? Donc moi c'est Christophe, je suis le fondateur et le CEO de Slight. J'imagine que je peux passer sur le pitch. Ouais, carrément. et Slight, c'est un outil de knowledge base qu'on a créé depuis maintenant plus de 6 ans. Et c'est une boîte qu'on a fondée en remote. Et du coup, donc, notre taf, c'est de servir les besoins de knowledge management des équipes, leur donner un outil ultra simple à utiliser, collaboratif, qui leur permet d'avoir toutes leurs connaissances à un endroit. Et en ce moment, taf, et on va parler beaucoup de ça, sur l'AI, sur comment est-ce qu'on peut automatiser tout le taf du knowledge management qui rendait la promesse des knowledge base impossible avec l'AI. Écoute, c'est marrant parce que la toute première entreprise où j'ai travaillé, c'était un cabinet de conseil autour du knowledge management. Donc, tu vois, je connais ce sujet de loin il y a 10 ans, 10, 13 ans peut-être maintenant. Et c'est vrai que le sujet de la mise à jour, tu vois, déjà la production des documents, leur mise à jour, la capacité à aller rechercher les infos, c'était déjà un gros sujet à l'époque. Donc, on va pouvoir voir ensemble comment vous traitez ça aujourd'hui. Toi, donc, tu es le CEO. Mais bon, on va le voir dans l'échange qu'on va avoir aujourd'hui. Tu es quand même encore très impliqué, bien sûr, dans la construction de votre produit. Comment vous êtes organisé quand même sur ces sujets product aujourd'hui chez Slight? C'est une équipe un peu dédiée? Combien il y a de personnes? Qu'est-ce qu'ils font? Comment ça marche? Ouais. Alors, on est 30 personnes. Le produit, pour moi, est un peu au cœur de toutes les personnes. C'est-à-dire qu'on essaie d'avoir des product engineers au maximum. On essaie d'avoir des designers qui comprennent et qui... La plupart de nos designers font des user interviews et les user research passent beaucoup par le design, par exemple. En termes d'équipe produit pur, on a notre head of product, Fadila, qui taffe énormément avec moi, énormément avec notre head of design, Danny, qui était head of product avant. Donc, tu vois, c'est vraiment distillé dans l'intégralité de l'équipe. Et du coup, moi, je continue. On a un PM qui est en réalité un gros PM sur la partie, donc sur notre squad grosse, qui fait aussi la data. Mais voilà, donc c'est vraiment réparti dans toute l'équipe. On essaie de laisser énormément d'ownership au squad. On a 3 squads aujourd'hui. On change l'organisation très régulièrement. Et le but, c'est vraiment de les laisser aussi indépendantes qu'on puisse. Les meilleurs résultats qu'on a eu, c'est toujours quand le product donnait la vision et donnait les grandes lignes, donnait les problèmes utilisateurs à régler et qu'on arrivait à laisser suffisamment de liberté, d'accès à la data, d'accès au user insight pour que les teams elles-mêmes résolvent le problème. Bien, hyper intéressant. Ça pourrait faire l'objet d'un épisode en tant que tel, mais l'idée aujourd'hui, c'était plus de parler d'IA, parce que ça fait une bonne année maintenant que tu partages pas mal ce qui se passe chez vous sur ces sujets autour de l'IA chez Slight. C'est vrai que depuis un an, l'IA, c'est clairement le sujet de discussion dans la tech. On ne parle que de ça, et je pense que pour beaucoup de gens, c'est devenu un peu un super assistant, tu vois, qui nous aide un peu dans notre quotidien, dans notre boulot. Mais il y a encore finalement assez peu d'équipes produits qui ont vraiment travaillé sur l'intégration de l'IA au cœur de leurs produits à eux, ou alors, tu vois, de manière un peu gadget pour dire c'est bon, on coche la case de l'IA, tu vois, c'était devenu un peu le passage obligé. Chez vous, ça a été vraiment quelque chose qui est devenu très central dans le produit, dans le positionnement sur votre marché, dans la proposition de valeur pour vos clients. Est-ce que tu peux nous expliquer
Comment ce sujet a éclos en fait chez vous il y a un an? C'est quoi vraiment le tout point de départ? En fait, le point de départ, c'était depuis, enfin, le point de départ de Slide en 2000, tu vois, 17, 2016, où on avait l'idée de Slide, c'était vraiment de résoudre le problème des knowledge bases. La promesse des knowledge base, on l'a trouvé était géniale. C'était l'idée de dire, OK, tu vas avoir toute ta knowledge à un endroit, tu peux tout accéder à vraiment ce contexte commun de ton équipe, tu peux travailler plus vite, tu peux déranger moins tes équipes parce que tu as accès à leurs connaissances. Et la réalité, évidemment, surtout à l'époque, c'était Google Docs Confluence, donc un outil qui est complètement désorganisé et l'autre où personne ne va éditer, personne ne va rajouter de la connaissance. Et le résultat, c'est qu'en fait, nous, ce qu'on vendait, enfin, la seule manière dont on pouvait commencer à résoudre le problème, c'était de dire, bah, déjà, commencer par avoir un outil où il y a de l'engagement, où les gens vont, tu vois, de leur propre chef, vont prendre du plaisir à les documenter. Et du coup, la première valeur, enfin, la première tagline de Slide, c'était The Note Taking App for Teams. C'était vraiment l'idée de dire, de la note, tu loues tout ton portable en permanence pour acheter des idées. On va donner ce médium aux entreprises pour commencer à résoudre ça. Avec Et vraiment cette notion de comment je fais pour que ça devienne enfin que j'ai de l'engagement, quoi, c'est ça. ouais, Vraiment. exactement. C'est marrant, tu vois, je fais une mini parenthèse, mais j'avais discuté avec l'équipe qui a créé Workplace chez Facebook. C'est la version pro de Facebook, quoi, tu vois. Et en fait, ce qu'ils surveillaient, c'était l'usage quotidien, tu vois, alors qu'ils disaient que les outils concurrents, c'était, on va regarder l'usage mensuel de la Ouais, plateforme. Et exactement. eux, ils étaient focus sur comment on fait pour que les gens ils s'en servent tous les jours dans la boîte. Et alors, je ne sais pas où ils en sont aujourd'hui, mais en tout cas, à l'époque, l'adoption, elle était assez fabuleuse, tu vois, parce qu'ils avaient un focus sur l'adoption, l'engagement des users. Donc, c'est intéressant de voir que vous avez aussi commencé par ça chez vous, quoi. C'est ce sur quoi on a levé notre seed pour l'histoire. Moi, les deux choses qui nous ont permis de lever le seed à l'époque, c'était la stickiness. On Mm. avait, sur les quelques centaines premiers d'utilisateurs, on avait une stickiness qui était extrêmement stable. Genre, les gens revenaient 3 jours par semaine, OK. en average, ce qui était, enfin, surtout pour l'outil à l'époque, c'était vraiment très étonnant. Et le deuxième critère, c'était une grosse boîte, enfin une grosse boîte à l'époque, donc 60 personnes, qui était passée de Confluence à Slide. Et, mais ouais, donc clairement Mm. l'engagement pour nous, c'était et la preuve que tu pouvais faire cet engagement at scale. Genre c'était le début en fait de montrer qu'on était capable de délivrer sur cette promesse. OK. Mais du coup, je te dis que ça a commencé là parce qu'en fait, on voyait pas comment résoudre le problème de la knowledge autrement que par l'engagement. Parce que la réalité, c'est que quand tu parles avec les gens et que tu leur dis rassemble toute ta knowledge, etc., mais en fait, tu vois, et aujourd'hui, je pense qu'il y a beaucoup de personnes qui ont des workspaces de type Notion, Coda ou Slide d'ailleurs, qui sont extrêmement remplis et trop remplis et qui, en fait, rajoutent plus de nuit que de clarté, que de bruit que de clarté. Et, et en fait, nous, le truc qui s'est passé avec les AI, c'est vraiment qu'on a vu une possibilité où, depuis des années, on voulait offrir une expérience, on était capable de faire tous les jobs de la knowledge base, donc trouver l'information, t'aider à l'organiser, la cleaner, etc. Et les algorithmes, enfin, juste de l'algorithmie, c'est pas suffisant pour ça. Et les langages de NLP, enfin, les langages X-Mode, les LLM pré-GPT-3, franchement, n'étaient pas au niveau. On faisait de la summarization ou quoi, c'était pas ouf. Les BERT et les GPT-2, etc., c'était vraiment, vraiment pas fou. Et il y a eu un avant et un après, quoi. Et du coup, en fait, on a juste vu que la promesse, elle était atteignable à ce moment-là. Donc, c'est vraiment au lancement de ChatGPT ou c'est finalement tout ce qui a un petit peu précédé parce que vous surveillez ce sujet-là de près déjà ou le point de départ, comme beaucoup de gens, hein, tu vois, c'est quand même Ouais. le fait d'être bluffé un peu par cette expérience conversationnelle. Ouais, en fait, on a exploré. On a plusieurs personnes de l'équipe qui étaient très à fond dans l'AI. On a un mec, Jason, qui est un gars ultra smart, un PhD, qui était donc qui est aux US, qui a travaillé pendant 10 ans pour l'université, je ne me souviens plus, il est en Arkansas, je crois, pour l'université de la ville dans laquelle il est. Ok. Et en fait, il faisait du coup beaucoup de recherches en interne sur comment appliquer les AI pour le taf des professeurs de l'université. Donc, tu vois, c'était vraiment recherche appliquée. Et je te dis cet exemple, en vrai, on en a d'autres dans l'équipe qui testaient, mais il avait tout fait. Tu vois, genre la génération le résumé, la correction automatique de tests, tout ce qui est analyse de texte, classification, etc. Il avait tout observé. Et du coup, on connaissait le space, on en parlait souvent aux offsites, il présentait souvent l'état de la recherche, etc. Mais même en étant en fait vraiment à fond dedans,
il y a eu un avant, un après. En fait, je pense que l'énorme différence, c'est que tu pouvais prédire si tu étais vraiment, vraiment. En fait, si tu regardais vraiment GPT-3 en 2022, tu pouvais prédire que la génération de texte et vraiment les AI génératives allaient avoir quelque chose. Mais le fait qu'on se rende compte qu'on était à une quasi, tu vois, une intelligence un peu early, tu vois, mais une pré-intelligence, je pense que c'était pas encore suffisamment clair. Donc, c'est là où ChatGPT, pour moi, a rajouté quelque Ouais. chose. Ok. Parce que Ok. nous, on fait pas vraiment de Gen AI, hein. Enfin, c'est Ouais. aussi ça, c'est qu'en fait, on fait beaucoup plus de tâches sur les documents et beaucoup moins de création automatique. Alors justement, tu as ce truc, enfin, vous expérimentez beaucoup, vous êtes au courant un peu de ce qui se passe. Il y a quand même, comme tu le dis, le moment où ChatGPT rend concret un certain nombre de use cases et permet d'illustrer la puissance en fait de tout ça. Euh, Par quoi vous commencez à ce moment-là? Tu vois, qu'est-ce que vous suivez un peu comme process? Est-ce que c'est justement puisque toute la boîte était déjà un peu acculturée à ces sujets, est-ce que chacun dans son coin se met un peu à tester des trucs? Est-ce que il y a une manière de Ouais. cadrer un peu ça? Par quoi vous commencez en fait à ce moment-là concrètement chez Slide? Le problème auquel on a été confronté immédiatement, c'est un problème classique des fondeurs CEO produits. C'est que j'étais extrêmement excité par ça. Je voyais énormément de portes s'ouvrir. Et à côté de ça, on avait une roadmap. La team produit, elle était là, attends, mais Ouais. on était parti sur ce problème à résoudre. Qu'est-ce que tu es Mm. en train de faire, tu vois? Et, et ouais, je pense, enfin, en gros, donc, ce qui s'est passé, c'est que il y a eu vraiment un moment, je pense que tout le monde, mais pas tout le monde justement, mais une grande partie de la population produit et tech a fait ses tests et a vu les chemins des possibles qui s'ouvraient. Et je sais pas pour toi, moi je l'ai vu en interne a posteriori. Je sais que par exemple, j'ai un de mes devs là, qui vient de finir toute la traduction de l'app. On utilise GPT-4 à foison pour juste faire tous les langages à la fois. C'est génial. Ouais. Ouais. Et lui, il décrit ça comme son aha moment. Et il était sur des trucs de translation un peu plus bas niveau. Enfin, Ouais. c'était aussi du LLM, mais un peu plus dédié, etc. Mais des trucs old school de Google. Et en fait, GPT-4 explose tout. Parce que tu lui dis, non, en français, par exemple, ne fait que vous voyez, rajoute ça, etc. Il respecte toutes les règles intégralement, tu vois, genre sans aucune faute. C'est de la Mm. folie. Donc, tout le monde a eu son aha moment sur GPT, je pense, à différents moments de l'année dernière. Et je sais que en novembre 2022, il y avait quelques personnes dans l'équipe, mais on était genre 3 ou 4, tu vois. Il y avait mon head of design, il y avait Florian, qui est le mec avec qui on travaille le plus là-dessus, qui est notre security lead en réalité, mais qui est très bon en back-end et très très bon sur ces sujets-là. Il y avait Bobby, qui est notre SRE, qui donc gère le tooling, etc. Et moi-même. Et du coup, en fait, on s'est retrouvé dans un truc où j'ai dû pousser ma head of product de lui dire, laisse-moi juste 2 semaines pour jouer, parce que là, franchement, il y a trop de possibilités, c'est pas possible. Ok. Et alors, attends, je peux te montrer un document. C'était ce qu'on avait. Donc, ça, c'était pendant Noël. En réalité, lui demander 2 semaines, c'était rien parce qu'il y avait personne qui était là. Ouais. Et je pense que c'était d'ailleurs ce dont on avait besoin. J'avais préparé ça. Ça, c'était le document qu'on avait partagé à l'équipe. Est-ce que tu vois mon écran? C'est bon. Ouais. Ouais. C'était le document qu'on avait partagé. Donc, c'était le résultat qu'on avait partagé à l'équipe après ce test. En fait, tu vois, donc ça, c'est tous les résultats. La manière dont on avait approché ça, c'était de dire, OK, il y a tellement de possibilités, qu'est-ce qui est faisable? À quel niveau, tu vois, on en est? Et on avait vraiment besoin de vérifier la faisabilité parce que, et on avait besoin d'être une petite team en mode commando, aller très, très vite et d'itérer extrêmement vite. Et on a eu la chance d'avoir ce moment qui tombait pile poil au bon moment. Noël, personne dans les bureaux, on était 3, tu vois, connectés. Et on avait cette target list, on se disait, bon, alors, Semantic Search, c'était bête, mais on avait déjà, on était sur Algolia à l'époque, qui faisait pas de Semantic Search. Si tu voulais faire, tu vois, genre, maintenant, c'est assez commun, je crois que ça s'appelle le RAG, mais l'idée de faire Semantic Search plus GPT pour réussir à faire du knowledge retrieval. À l'époque, c'était inexistant, en fait. Mm. Et du coup, ce truc, c'était smart de réfléchir à ça, mais du coup, ça commençait par la semantic search et par voilà, la similarité, etc. Bon, Et ça, c'est c'était juste vraiment un. c'est le premier use case que tu as écrit dans ce document. Vraiment, première ligne, tu écris Semantic Search. C'était plus parce que c'était une fondation. Tu D'accord. vois, sans semantic search, on avait déjà en tête, on se disait, en gros, le premier truc qu'on s'est dit, c'est ask questions.
Ok. Mais en gros, Ask Question, on était vraiment au tout début. On se disait, ah merde, le context window, il est trop faible. Comment est-ce qu'on fit tous les documents? Ah, ça va pas être possible. On s'est dit des trucs comme ça. On a testé un peu en interne rapidement avec le playground, etc. On s'est dit, ça va pas être possible. Et puis, on l'avait un peu derrière la tête. Et Florian, il me sauçait, il me disait, mais si jamais on chunk, mais on doit être intelligent sur comment est-ce qu'on sous-coupe les documents, nanana. Enfin, il avait déjà en tête l'idée, tu vois. Hmm. Bref, on continue sur l'autre truc, tu vois, on se dit, OK, catégoriser les documents. Un des gros jobs de la knowledge base. Donc, tout ça, c'était lié, c'était là où c'était vraiment bien qu'on soit tous les deux. Lui était en exécution et en comment est-ce qu'on le fait techniquement. Moi, j'étais en mode, genre, voilà le mot des customers et quels sont les problèmes à régler. Un des problèmes de la knowledge base, c'est être capable de savoir quoi mettre à jour. Il y a des documents, tu n'as pas besoin de les mettre à jour, c'est des vieux projets, etc. Tu devrais juste les déprécier. Et tu as des documents, des handbooks, etc. Tu dois absolument les conserver à jour et ils sont vraiment clés. Et en fait, c'est ce qu'on t'écrit. Alors, on l'utilise pas plus trop, mais je pense qu'on va y retourner à cette notion. C'est tous les documents ont une demi-vie, tu vois, comme en énergie nucléaire, en ingénierie nucléaire. Vraiment, tu t'imagines un document, il a un temps de durée de vie caractéristique, genre une note de meeting. La semaine prochaine, elle aura la moitié de sa valeur. Sur le jour même, elle est extrêmement valeur, 100%. La semaine prochaine, elle est à 50% de sa valeur. Dans 2 semaines, elle est à 25%. Tu vois, genre, dans 2 mois, c'est zéro quasiment. Un handbook, sa demi-vie, ça va être 1 an. Tu vois, genre, tu dois. Et du coup, si tu arrives à comprendre ça, c'est un handbook, ça, c'est un meeting, ça, c'est une spec, ben, en fait, tu peux commencer à indexer dans la search différemment. Tu peux commencer à dire, ah, tiens, ce document-là, tu devrais le prioriser pour être mis à jour, etc. Et tu pourrais suggérer des documents archivés. Donc voilà. Donc ça, c'était un truc qui immédiatement venait, qui est encore très très compliqué. Les algos de catégorisation basiques sont nuls. Très lié à ça, give an edge to document. Donc pas seulement un edge, mais un edge lié à leur catégorie. Faire de la summarisation et des questions. Avoir notre update, notre feed d'update. Vraiment, tu penses à un Twitter, mais avec GPT qui t'update avec, tu vois, genre un côté éditorialisé. Etc. Donc, et puis après, il y avait toute notre partie. On a une partie questions-réponses dans Slide. Comment est-ce qu'on pouvait travailler là-dessus? Et en fait, ce qui s'est passé, c'est qu'en 2 semaines, on a pu faire plein de endpoints, enfin, tu vois, tester en prod sur notre data. Et en fait, on a vu que ça marchait tellement bien pour certaines tâches. Donc, summarization, évidemment, ça marche trop bien. L'idée de pouvoir utiliser GPT, de pouvoir poser des questions. Donc là, maintenant, on a ce petit chat où tu peux parler avec ton document. Typiquement, bon, ça date de décembre, en fait. Ça fait 1 an que c'est là. Ouais. Donc, on a pu valider plein de choses, invalider certaines choses, catégoriser les documents. Même encore aujourd'hui, c'est très compliqué. C'est clairement possible maintenant, mais ça dépend de la quantité de métadata que tu as sur le document. Et enfin, on est arrivé sur ce truc. On est arrivé sur ce truc-là où ask question on your knowledge base, où en fait, on commençait à avoir un début de promesse. Donc ça, c'était 1er janvier de l'année, tu vois. Et en fait, on commençait à avoir un truc où 40% du temps, c'était nul. Et 60% du temps, tu te dis, mais attends, c'est pas incroyable. Genre, le truc arrive vraiment à. Enfin, même en lui feedant, tu vois, des sous-parties du document et pas le document d'intégralité. Tu vois, on commençait à sentir que la stratégie qu'on avait prise de chunker les documents d'une certaine manière, les feeds avec GPT, qui à l'époque, personne ne l'avait fait. Hein. C'était des idées sur des forums, etc., mais pas sur des trucs en prod. Et du coup, c'est comme ça qu'on s'est lancé. On a pu montrer les résultats. Donc, tu vois, genre là, il y avait quelques. Là, c'était que GPT parce que c'était les trucs les plus simples pour tout le monde tester. Tout le monde avait accès en prod. Donc, on disait à l'équipe, vous pouvez commencer à tester. Mais le truc qui était le plus impressionnant, c'était vraiment Ask, où juste, on a vu ça. Si tu veux, genre, ça nous a permis de convaincre une moitié de la team que ça valait le coup d'arrêter certains projets et de mettre à fond là-dessus. Donc ça, c'est intéressant quand même parce que le cœur de votre app, c'est des documents. Donc ça veut dire qu'à un moment donné, il faut écrire des choses dans les documents, tu vois. Et quand on regarde effectivement ce qui s'est un peu passé sur votre marché, la quasi-totalité des acteurs, en fait, a d'abord mis de l'IA sur la production du contenu, tu vois, à l'intérieur de ces documents-là. Je sais pas, pour t'aider à faire une trame, tu vois, d'un document, boum, il te fait tous les titres, puis après, ou alors t'aider à reformuler, tu vois, certaines parties et tout. Vous êtes d'abord parti, tu vois, sur de la catégorisation, de la recherche, la capacité à poser des questions, un peu de résumé, ce qui fait que là, tu as de la production aussi, tu vois, mais c'est à partir d'un document déjà existant. À aucun moment, c'est marqué
Je veux de l'IA pour m'aider à écrire, en fait, tu vois. Ouais, et puis même le résumé, là on a ce truc, tu peux faire un summarize, on avait rajouté cette fonctionnalité que tu peux refresh, mais même Ouais, ça, tu vois, on l'indexe pas dans la search. Enfin, en fait, l'énorme problème de ce que tu décris, pour moi, c'était vraiment l'idée évidente tu peux faire de la génération. Dans le titre GPT, il y a générative. ouais. Et du coup, les gens se disent, bah, c'est fait pour générer, tu vois. Et c'est génial pour de l'image, mais pour du texte, en réalité, enfin, c'est pas ça qui est impressionnant. Ce qui est très impressionnant, c'est qu'on soit arrivé à un niveau d'intelligence si fort avec une technologie de génération. Et Hmm. c'était un pari qu'ils ont fait, le fait de dire qu'on allait faire de la prédiction de mots suivants et qu'en fait, ça pouvait, je sais même pas comment, mais ouais, incorporer de l'intelligence. C'est un pari qu'ils ont fait Hmm. OpenAI sur Hmm. ce truc-là. C'était Hmm. vraiment un test. Il y avait beaucoup de personnes en 2015, 16, 17 qui disaient que c'était que une machine parlante stupide. Hmm. Donc, je pense qu'il y a un espèce de biais intellectuel que beaucoup de personnes ont eu à ce moment-là. On s'est dit, il y a marqué générative, c'est de l'intelligence. Et encore aujourd'hui, hein, quand tu regardes, il y a beaucoup de personnes qui disent, c'est quoi le futur de l'IA générative? Et là, en mode, bah, c'est pas vraiment de l'IA générative. Enfin, oui, c'est de l'IA générative, c'est ça la techno qui marche derrière, mais tu vois, on parle pas de champ vectoriel quand on parle de l'IA, tu vois, alors que tout ça, ça se base sur des champs vectoriels énormes. Enfin, bon. Donc, je pense qu'il y a un espèce de biais. Donc, nous ouais, on est arrivé direct, et c'est pour ça qu'on était si excités sur le côté Ask. Le job numéro un de Slide, c'est stocker de la data, avoir l'ensemble de ta data, à la maintenir à jour et t'aider à trouver de l'information. Trouver de l'information, il y a beaucoup de nos compétiteurs qui ont des search qui ne marchent pas du tout. Hmm. Notre search, elle marche très bien avec une grosse limite qui est que l'expérience de recherche en keyword précis et l'expérience de recherche en sémantique. Donc, vraiment l'expérience que tu as sur Google où tu tapes, j'en sais rien, tu vois, mais tool de forme pour produit, tu trouves Scribe, même s'il n'y a pas marqué une seule fois ces mots précis. Et l'expérience où tu tapes Scribe avec 3 E et tu trouves Scribe avec 2 E, c'est pas vraiment en fait la même expérience. Et ça, c'est quelque chose enfin, qui est dur à résoudre, même d'un point de vue UX. En fait, c'est pas la même expérience, mais pour l'utilisateur, c'est vraiment le même job. Ça se Hmm. semble intellectuellement. Et Ask, en fait, c'était vraiment en fait, ça résout un peu le problème parce que ça te permet de ne même pas réfléchir à ça. Tu ne réfléchis pas aux keywords que tu vas passer, tu réfléchis pas aux documents que tu veux chercher. Ouais. Tu es déjà en interaction directement avec la réponse, quoi. Tu poses une question naturelle et tu auras la réponse naturelle aussi en face, quoi, du coup. Ouais. Hmm. Et ça, quand on la release, donc ça on a fait en janvier. L'idée, c'est OK, on le montre à l'équipe, tout le monde se dit, OK, il y a quand même vraiment quelque chose. Il y a des gens qui se plaignent, c'est quand même intéressant. Genre, tu vois, ils se disent, moi, c'était une évidence quand j'ai vu ça, à 60% de validité. Je me suis dit, OK, c'est sûr, on peut faire un truc de malade mental. Les gens sont relativement critiques et ils ont raison. Il n'y a pas assez de data. Il hallucine plus trop, mais à un moment, je pense qu'il hallucinait au tout début. Il ne trouve pas de la donnée, ça peut être un problème. Mais en fait, quand tu sais que 60% ça marche, après, il reste qu'à pousser. Tu vois, genre aujourd'hui, ça nous a poussé à faire par exemple, des intégrations third party où aujourd'hui, on indexe ton Slack, ton Linear, d'autres sources de data, ton Google Drive, pour D'accord. feed de la data extérieure aussi. Oh, ok. Donc, en fait, tu vois, ça te pousse aussi à résoudre les autres problèmes qui viennent avec, quoi. Donc le choix de partir d'abord sur Ask, parce que c'est finalement ça que vous sortez en premier après dans le produit, plutôt que notamment de l'assistance à l'écriture et à de la production des documents, c'est parce que vous restez entre guillemets un peu solide sur vos appuis et dire bah, en fait, nous, notre métier, c'est d'aider les gens à organiser et à trouver leurs connaissances, plus que les aider à produire de la connaissance, qu'en fait, ça, ils savent faire, ils peuvent la produire ailleurs dans l'absolu, quoi. Nous, Ouais. notre métier, c'est de les aider à stocker, organiser, retrouver cette connaissance. Donc, ça vous a paru logique et ouais, naturel, évident, en fait, de partir d'abord sur ces premiers use cases-là, quoi. Ouais, et puis en plus, il y a un espèce de truc qui est marrant, qui est que les deux chemins s'annulent. Genre, tu peux Mm. pas partir sur le deuxième chemin, te pousser à créer de la connaissance que tu n'as pas écrite, tu vois, de la connaissance Ouais, qui est ouais, générée par une AI, et retrouver de la connaissance. Parce que ton space est rempli avec... attends, qu'est-ce qu'il y avait quelqu'un qui disait trash in, trash out. Enfin, ouais, si tu mets plein de trash à l'intérieur, genre, l'AI ne peut pas imaginer que ce soit des trucs mm, mm, imaginés par l'AI. Donc pour nous, c'était vraiment une évidence. Et tu vois, genre, il y a des choses qui sont arrivées après pour le coup.
Mais tu vois, par exemple, ici, on a cette feature qui te permet de voir donc dans ta sidebar directement les documents qui sont, le wording doit changer, mais inactifs. Tu vois, ici, il y a ce document, il s'est mis en opacité faible. Tu peux voir en over qu'il est inactif. Ouais. Nous, on essaie de te pousser à en retirer, tu vois. Le but, c'est plus de se dire, genre, il y a tout ça, c'est des choses qui ne sont plus utiles, en fait, tu ne devrais plus l'avoir. Donc, nous, on va indexer pour faire en sorte, enfin, on va pondérer pour évidemment les mettre en priorité très faible. Mais au maximum, étant donné que, enfin, vraiment, il faut penser ça, on a des teams de 2000 personnes. Si tu as 2000 personnes qui écrivent un slide et qu'ils écrivent tous un document par jour, tu vas avoir 100 000 documents par an. Ouais. Et nous, notre pari, c'est de faire en sorte que l'information, par défaut, soit accessible à tout le monde. Donc, logiquement, ton space, il va être impossible à maintenir si jamais on ne t'aide pas à cleaner, à enlever. Et si on t'aide à en rajouter trop, bah, c'est encore pire, en fait. Ouais. Non, mais c'est intéressant parce qu'en fait, ça veut dire que on revient aux fondamentaux du product management. C'est-à-dire que, OK, là, il y a un nouveau truc qui arrive, tu vois, qui est shiny, qui est en plus puissant, qui débloque plein de use cases. Mais en fait, le choix en termes de priorisation de ces use cases, c'est en faisant entre guillemets, du product management que tu fais ce choix parce que c'est en partant d'abord d'une connaissance fine de tes clients, de leurs besoins, de leur job to be done, qu'en fait tu dis, mais moi, j'ai pas besoin, enfin, ils n'ont pas besoin que je les aide à produire, ils ont besoin Ouais. que je les aide à trouver, en fait, quoi. Et donc, ça, c'est peut-être je sais pas ce que tu en penses, hein, mais moi, en tout cas, la manière dont je reçois ce que tu es en train de me dire, c'est que c'est quelque chose à garder en tête pour tous les gens qui font du produit. C'est pas parce qu'il y a un nouveau truc qui brille, qui est puissant, tu vois, qui a l'air cool. Ah, mais Qu'en à fait, 100 000%. il faut jeter dedans, il faut rester solide sur ses appuis du produit et en fait, d'abord penser à ce dont ont besoin nos users, quoi. À 100 000%. Hier, j'étais en discussion, je parle un peu avec des mecs de Pitch qui sont à Berlin aussi, donc j'habite à Berlin. Pitch, le tool de présentation. Et ils viennent de release, je sais pas si tu avais suivi, leur nouvelle version. Ouais, tu peux mettre un prompt et ça te fait une presse, quoi. Voilà. Donc Ouais. ici, tu vois, c'était, je partageais ça. Je partageais ça par curiosité, tu vois, mais ils viennent de release Generate My Presentation with AI. Est-ce que ça a le moins d'intérêt? Et alors, j'ai eu deux réponses qui étaient passionnantes. J'ai eu une réponse du mec de Tom, qui est un compétiteur de pitch qui fait exactement ça depuis le début, qui a levé 40 millions, et qui dit, enfin, moi, en tout cas, en sous-titre, clairement, j'ai lu, ça n'a aucun intérêt. On a appris beaucoup depuis qu'on a lancé. Il y a des personnes qui ont de la valeur de la capacité de brainstorm, ce qui veut dire que clairement, ça ne sert pas le job numéro un que tu as en faisant ça. Hein. Ouais. Et depuis, on a plein de choses qu'on est en train sur lesquelles on travaille parallèle. Donc clairement, ça ne résout pas le problème de la présentation. Et j'ai un des designers, donc Kevin, je ne vais pas forcément partager exactement ce qu'il a dit, mais qui me disait, on a eu des débats sans fin sur ça en interne. Et en gros, bon, je pense que tout le monde joue le jeu marketing. Ça permet d'avoir une espèce d'approche. C'est limite un espèce de micro-project marketing. Mais ça ne sert pas le problème de quelqu'un qui est en train de présenter quelque chose. La réalité, c'est que c'est pas ça son problème. L'outline, c'est lui qui va le fournir. La valeur, l'essence, c'est lui qui va le fournir. On peut l'aider sur automatiser le layout pour ce genre de job. Mais le problème de quelqu'un qui fait une présentation n'est pas de fournir l'information. Ouais, je comprends. Donc, je Donc, suis d'accord avec toi. Ouais. ouais. Là, donc, en gardant en tête cette connaissance fine des besoins de vos users, euh, vous décidez du coup de rentrer d'abord par l'angle de la recherche et de la capacité à faire ressortir les documents importants, utiles, à jour, etc. Tu disais que ça avait quand même du coup chamboulé un peu la roadmap. Il y a des projets qui se sont arrêtés, qui ont été complètement dépriorisés. Comment ça se passe dans l'équipe une fois que vous avez ces premiers prototypes, tu vois, ces premiers tests et que tu arrives à embarquer Ouais. et à créer de l'enthousiasme en interne, à minima dans une partie de l'équipe et puis progressivement un peu chez tout le monde. Mais qu'est-ce qui se passe concrètement dans l'équipe à ce moment-là, quoi? Le problème, on était 30 et 30, ça paraît pas un énorme nombre ça paraît énorme pour les boîtes de 10, ça paraît très petit pour une boîte au-dessus. À 30, tu as déjà un poids certain. Tu as de Une forme d'inertie un peu, tu veux dire? Ouais, t'as de l'inertie.
Ouais. Et du coup, tu as besoin de preuves, en fait. Tu as besoin d'avoir des items de conviction. Euh, et du coup, l'énorme avantage que j'ai eu, c'est que cette phase, on a eu le temps de shipper un prototype, le montrer aux gens. On a vu que, tu vois, il y avait de l'excitation. Et pour les personnes qui ont été le moins convaincues à ce moment-là, quand on a fait le launch de notre bêta privée, on a reçu un très, très bon accueil. Et on a vu, tu vois, genre, une anecdote, mais je pense qu'il y a eu une anecdote qualitative et une quantitative. Il y a eu une de nos premières bêta-testeurs, donc on a euh, une boîte qui fait un peu faire like français Agora Pulse, qui est une super boîte qui utilise Slide, donc 200 personnes, quelque chose comme ça. Et on a eu un jour, alors qu'on était vraiment au tout début de la phase de bêta-test, en février ou quelque chose comme ça, on a eu un message support qui nous dit ah merde, ça marche plus, c'est cassé, etc. On fait ah merde et tout, on regarde. Et en fait, donc cette fille qui travaillait en support avait explosé le rate limiting de toute l'organisation. Elle avait fait 100 requêtes dans la journée. Ok. Et du coup, tu vois, bon, il y avait un truc en mode genre, ok, il y a quelque chose, c'est une Il y a de évidence. l'adoption, Ouais, il y a une espèce de traction. Ouais. Donc ça, c'était génial. Et le deuxième truc qui était vachement intéressant, qui était pour le coup at scale, quand on avait déjà une centaine, c'était comme une portion, c'était quand même en bêta privée, mais c'était une portion significative, genre, tu vois, genre peut-être 200, 3 centimes. Euh, donc quelques milliers de personnes. Quand on regardait le taux de rétention, nos features de base pour une knowledge base, c'est la recherche et l'éditeur. Enfin, et la consultation, mais c'est pas vraiment une feature, tu vois. Genre, c'est vraiment t'écris, tu recherches. C'est les deux choses qu'on peut regarder où tu es vraiment en interaction forte avec le contenu. Et c'est les deux features où, si tu regardes, c'est un peu bizarre de regarder la rétention de ce genre de feature, mais la rétention est la plus forte de toutes nos features. Il n'y a rien d'autre, tu vois. Et Ask, en fait, pour ces teams-là, était au même niveau. Et ça, c'était fou, tu vois. Ça veut pas dire que tout le monde s'engageait. L'adoption était clairement significativement moins grande. Il y avait des jobs qui n'ont pas besoin de poser des questions. Mais par contre, la rétention a été folle. Donc ça, c'était aussi une espèce de validation. Donc on a eu ces validations et on a pu les ramener en interne en disant, OK, là, il y a vraiment quelque chose. Et là, en fait, ce qui s'est passé, c'est qu'on a juste retravaillé notre roadmap avec... en fait, on est reparti sur même la vision de Slide, où en fait, il y avait des chemins qui s'ouvraient qu'on pensait pas possible. On avait la base, on avait la data, on avait un outil qui te permet, enfin, on a un outil qui te permet d'avoir toute ton information au même endroit. Et en fait, ça ouvrait des chemins de possibles incroyables. Et du coup, on s'est pris, je pense que c'était relativement rapide, mais c'était sur genre 2 semaines avec Fats, donc ma head of product, qui est aussi à Berlin. On s'est vu coup sur coup. Et là, c'est là où c'est génial d'avoir quelqu'un comme Fats, parce que moi, je peux pas du tout être aussi concis, aussi clair dans mon expression. Bah, tu le vois, je peux partir un peu. Et en gros, donc, on avait ce taf. Je vais te partager. Donc ça veut dire que, enfin, juste si je résume justement un peu là, ce que tu viens de me dire, mais donc le truc pop, vous faites des quelques tests avec une personne de ton équipe, toi tu es convaincu, tu as 60% de résultats qui sont justes, tu dis ça veut dire qu'il y a un potentiel, tu Ouais, arrives à embarquer une partie de l'équipe déjà sur ce premier élément de preuve avec je sais pas, une version très interne, MVP et tout. Et à partir de cette conviction, là, vous le déployez en bêta auprès de quelques milliers d'utilisateurs chez vos clients. Et en fait, là, vous avez après suffisamment de données pour vous dire on a vraiment touché quelque chose ouais, d'important. exactement. Et ça a l'air tellement important qu'en fait, on va même se reposer pour écrire quel est le futur de la boîte parce que maintenant, on a à la fois le sentiment et les premières preuves que c'est en train de tout changer, quoi. C'est ça, en fait, quoi. Ouais, exactement. Et on refera l'histoire dans 3 ou 4 ans. Mais Mm. en réalité, en fait, on s'était détourné du job de la knowledge base l'année d'avant. Parce que justement, on en avait marre, en fait, de voir. Enfin, comme ce taf de maintenance, ce taf de recherche est quand même très compliqué, on faisait le maximum de ce qu'on pouvait faire. On pensait que la valeur allait au-delà et qu'en fait, le terme knowledge base n'était pas atteignable. Et là, bah, en fait, ça nous a vraiment fait revenir sur ça. Et du coup, oui, exactement. Tu le décris très bien. Et ce qui s'est passé, c'est que du coup, on a écrit ce document à 4 mains qui a été de temps en temps, tu as des documents de vision qui sont un peu pompeux, etc. Et clairement, je pense qu'il l'est. Je ne l'ai pas relu depuis longtemps. Mais je sais que je suis encore relié à ça à 100 000%. Euh,
Et ça a permis de le montrer à l'équipe. Évidemment, c'est jamais juste un document, c'est la même chose que les documents de culture et de principe. En réalité, c'est la manière dont tu travailles dans l'équipe qui forme ta culture. Et après, tu peux les mettre par écrit, mais tu vois, les gens chopent l'exemple. Là, c'est la même chose. On rabâche l'idée de se dire que la knowledge base, c'était pas possible avant parce que ça prenait trop de temps. Et du coup, si tu voulais faire une knowledge base qui était complète, à jour et qui marchait bien, fallait pouvoir passer plus de temps à gérer la knowledge qu'à en tirer du profit. Donc, ça avait aucun intérêt. Et comme on Il a... y a même des gens dont c'est un peu le métier dans les boîtes, en fait, des knowledge managers, tu vois, qui Ouais, sont ouais, bon, on là travaille. pour structurer, aider les gens à produire, à organiser, tu vois, s'assurer que la structure des dossiers et tout soit la bonne, tu vois. Donc, ouais, ce que tu Ouais. décris, c'est tellement painful que ça va même jusqu'au recrutement de gens dédiés un peu à cleaner ça, quoi. Bah, et puis, de toute façon, ça, je veux dire, ça n'a pas changé, hein. Ces gens-là, nous, on en a plein dans nos clients. Mm. Ils vont rester. C'est juste qu'on fait un. Enfin, nous, on les sert autant qu'on Mm. sert le reste de l'équipe. Mais ouais, enfin, tu le décris très bien. À partir du moment où tu as des gens qui sont là juste pour faire ça, Mm. bah, en fait, ça fait surtout que ça veut dire que si jamais une boîte de 1000 personnes peut se permettre de recruter une personne pour le faire, une boîte de 100 personnes ne va pas, tu vois, recruter Ouais. quelqu'un là-dessus, quoi. Donc, ça pose problème pour la mise en place. Mais ouais, du coup, donc, effectivement, cette traction initiale nous a permis aussi d'ouvrir d'autres portes. À savoir, il y avait Ask qui était génial. Mais on a vraiment cette loupe de knowledge qu'on regarde. Comment est-ce qu'on chope de l'information d'autres endroits? Comment est-ce qu'on la met à jour? Ouais. Donc, en gros, OK, tu vois, on avait la partie consommation et encore une partie, parce qu'on continue, c'est encore la feature sur laquelle on travaille le plus en ce moment, Ask. Mais ça nous a aussi ouvert énormément de features, pas forcément AI d'ailleurs, sur comment est-ce qu'on maintient la knowledge à jour, comment est-ce qu'on l'organise, comment est-ce qu'on t'aide à écrire, etc. C'est des nouvelles features, enfin, en tout cas, des nouvelles idées, tu vois, des opportunités vraiment nouvelles apportées par l'IA, ou c'est des trucs que vous voulez faire presque depuis day one, mais qui étaient inatteignables en fait et qui ont été rendus possibles par ça. Enfin, tu vas me dire que c'est peut-être un peu des deux du coup, mais Ouais, je veux dire que c'était un peu des deux, parce que en fait, quand tu pars sur l'idéation, bah, moi, c'est ça que j'adore dans le moment dans lequel on est, c'est qu'en fait, les sessions de brainstorming s'arrêtaient souvent de, bon, OK, on est allé très loin, ouais, et maintenant, on va la revenir sur réalité, Terre. ouais. Ouais, c'est ça. Tu vois, je te décrivais, tu Ça veut vois. dire quoi? C'est qu'en fait maintenant les trucs les plus fous sont possibles, quoi, c'est ça? Ouais, exactement. Tu vois, genre Ouais. ça, c'est une feature, par exemple, qu'on a shippé la semaine dernière. Donc, je vais supprimer. Donc là, j'ai un document HR avec plein de choses ensemble. Tu vois les documents ici. Mhm. Et on a shippé donc ce truc-là, Generated Directory, que tu peux aussi avoir en slash, qui donc demande à l'AI de lire les documents et qui te propose, tu vois, genre, qui t'organise automatiquement tes documents par catégorie. Ok. Ça, c'est le genre d'idée, mec, on l'a depuis 6 ans. Ouais. Enfin, l'idée de se dire, enfin, évidemment, quoi, c'est un peu genre, qu'est-ce que tu fais avec une baguette magique? Et tu vois, ça marche trop bien. Genre, ça comprend bah, development and learning. Tu vois, il va te rajouter career development et learning and development. Ça marche très bien. Mhm. Mais c'est pas des features qui sont nouvelles. Clairement, le backlog d'idées, c'est plus qu'on l'a réouvert. Ok. Ok. Trop bien. Est-ce que ça veut dire que maintenant chaque nouvelle, parce qu'il y avait ce que vous vouliez faire dans le passé, mais il y a aussi ce qu'on continue à découvrir au contact de ses utilisateurs, au contact du marché et tout. Est-ce que chaque nouvelle opportunité que vous détectez aujourd'hui, est-ce qu'elle passe maintenant à travers cette grille de lecture, tu vois, ce prisme IA? Et en fait, est-ce que vous vous demandez comment utiliser l'IA à chaque fois? Est-ce qu'il y a encore, on va dire, entre guillemets, des features traditionnelles, tu vois, qui sont pas avec de l'IA à l'intérieur? Ouais. Est-ce que ça a vraiment pris une place absolument centrale dans tous vos process maintenant, les slides? Bah, enfin, donc la réponse c'est les deux en fait, c'est-à-dire que toutes les features, enfin en fait, ça te permet de te focaliser sur le job to be done de la knowledge base. Tu vois, genre par exemple, la feature. Attends, est-ce que je partage mon écran? Oui. Tu vois, ici, on a une feature de knowledge management. Donc, typiquement, qui te permet de voir les documents plus à jour. Donc, tu as toute une notion de vérification dans Slide. Et en réalité, en fait, ça te permet aussi de slice and dice, de vraiment de sous-couper tout ton space. Donc, si j'ai envie de voir tous les documents que tout le monde own, je peux regarder les documents publics. Ça n'a aucun rapport avec de l'AI, hein. Je peux voir le nombre de public views, etc. Je Mm. peux vraiment, tu vois, genre analyser ma data de mon workspace dans tous les sens. Bah, ce panel, ce qui est marrant, c'est qu'aujourd'hui, il n'y a rien comme
notion d'AI. Vraiment, c'est purement une petite base de données facile d'utilisation, tu vois. Mais Ouais. le but de ça, c'est que là, on a des signaux de ce sur quoi toi, tu dois travailler. Donc, moi, j'ai deux documents sur lesquels je dois travailler là. L'idée, en fait, c'est de rajouter d'autres signaux. Et on l'a construit parce qu'on sait qu'on a envie d'avoir, voilà les documents que tu devrais vérifier. Donc, on est capable de détecter quel type quel field, de quel field tu es expert. Et du coup, si jamais on arrive à faire ça, donc ça, c'est déjà fait, et qu'on arrive à catégoriser les documents en se disant, ça, c'est des handbooks, la knowledge canonique, on est capable de dire, tiens, ces documents, tu devrais probablement les vérifier ou les contrôler, tu vois. Ok. Ou bien, ce document-là, il est messy. Alors, attends, je sais pas si on l'a, c'était une feature flag qu'on avait, mais quand tu as, un document dans Slide, tu peux le cleaner. Et ça, encore une fois, c'est des feature flags. Hein, c'est pas des choses qui sont. Enfin, c'est pas des feature flags. D'ailleurs, on a un Slide Lab maintenant, donc les gens peuvent tester des choses en direct. Mais ici, tu vois, par exemple, on a un score par document. On essaie de voir à quel point est-ce qu'il est clean. Donc, à quel point est-ce qu'il est lisible, il y a du bon spacing, potentiellement le spelling et grammar n'a pas de problème. Ok. L'idée, c'est d'offrir, c'est un truc qu'on est en train de créer, une expérience où tu cliques en un clic, tu peux retirer les problèmes d'orthographe, améliorer le formatting pour que ce soit plus scannable, et idéalement appliquer ton style guide. Donc, si jamais tu dis on doit parler à la troisième personne de l'utilisateur, j'en sais rien, du pluriel, tu vois, ce genre de choses, tu peux l'appliquer d'un coup. Et ça, c'est le genre de choses où c'est un truc qu'on a en tête depuis très longtemps. Il prend plein de passes, tu vois, pour arriver. Et clairement, ça commence par ici où tu dis, là, il y aura un petit truc avec un petit probablement violet, parce que violet, c'est la couleur de l'ail pour some reason. Et tu te diras, voilà les messy documents que tu owns et qui sont vus le plus souvent. Et tu vas pouvoir en un clic les cleaner. Enfin, ça ouvre, c'est vraiment les deux, quoi. C'est pareil, tu vois, le truc d'update. On a ce truc-là qui est genre la détection de documents que tu devrais lire. C'est de l'algorithmie. Genre, voilà les documents que tu n'as pas lus que d'autres parties de l'équipe ont. Mais il y a une partie d'intelligence pour détecter de quel groupe tu fais partie. Donc, c'est vraiment un mix en permanence pour nous. Trop bien, c'est hyper cool. Du coup, c'est quoi, avec cette année de recul et tout ce que vous avez pu, parce qu'en fait, on a parlé d'énormément de sujets différents, d'énormément de features différentes pour le coup, tu vois, qui ont été shippées sur cette année chez vous grâce à cette évolution technologique, quoi. C'est quoi les conseils avec cette année de recul que tu donnerais à une équipe produit qui, tu vois, qui regarde encore ça, qui a peut-être coché les cases un peu obligatoires de Gen AI, tu vois, mais qui maintenant dit, bon, en vrai, à quel point ça pourrait vraiment être utile, tu vois, et c'est quoi les conseils que tu retires, toi, de cette année, cette première année autour de l'IA? Ce qui a super bien marché chez nous, et là, c'est personnel, je ne sais pas si ça s'applique à tout le monde, c'est vraiment ce setup un peu commando. On a quelqu'un qui est capable de ramener la voix de l'utilisateur, quelqu'un qui est capable de ramener l'exécution et de tester très rapidement. Pour moi, dans ces features assez avancées, et on ne sait pas ce qui est possible ou pas, c'est très facile d'aller ultra wide et se dire, voilà, baguette magique, le truc, il me le clean pour moi, etc. Tu ne penses même pas comment, mais juste ça arrive. C'est trop facile d'aller là-dedans. Ouais. Et c'est trop facile du coup de développer du pessimisme et de dire non mais attends, c'est bien mignon, mais en fait c'est juste ChatGPT, c'est juste pour la génération de texte, ça s'arrête là, tu vois. Et c'est pas non plus le cas. Donc avoir une équipe qui est assez optimiste mais aussi réaliste et qui ne travaille pas dans le vide, tu vois, qui travaille vraiment sur des problèmes utilisateurs ou des problèmes qui bloquent des deals. Et qui va expérimenter, qui est opérationnel, quoi, du coup. Ouais. Et je trouve que pour moi le rôle du product, j'ai travaillé peut-être avec 4-5 PM à Slide au total. Et il y a tellement de formes différentes des PM, enfin, c'est incroyable. C'est un des rôles les plus différents selon les personnes à qui tu parles. Ouais. Et je pense que tous les PM sont pas bons à ça. Mais les PM qui vont être un peu à la limite entre PM et design, donc ils vont ramener le côté innovation, conception et la partie voix de l'utilisateur. Et notamment les PM qui sont déjà au taquet, tu vois, qui ont vraiment une très forte connaissance de l'utilisateur et de ses problèmes, et du coup qui n'ont pas besoin de faire une énorme salle de user research pour valider des potentielles idées.
je pense, peuvent être incroyables si sont pairs avec un bon développeur, un bon product développeur avec. Ouais. On avait chez iAdvise où j'étais avant un fonctionnement un peu pareil sur des projets un peu stratégiques. On appelait ça des task force, qui étaient effectivement donc il y avait une partie produit, tech et tout, mais on mettait aussi des gens du business ou du customer success, tu vois, dedans pour réfléchir aussi dès le départ au sujet un peu de go-to-market, soit d'acquisition, soit d'expansion, tu vois. Et c'est vrai que c'était un modèle hyper efficace sur des projets un peu clés pour tester vite, mais le test allant jusqu'à l'accueil de ça chez les users potentiels, en fait, tu vois. Franchement, moi, c'est le modèle que je préfère. Hein. Si tu arrives à avoir ça, il faut des gens ultra confiants, une culture qui te permette d'avoir vraiment ce sentiment de trust où tu peux te permettre d'arriver jusqu'à ce moment-là. Mais c'est juste génialissime. Ce qui est sûr, c'est que les modèles ultra structurés où tu dois le faire fit dans la roadmap, ça marche super mal pour ça. Pour pouvoir explorer des nouveautés comme ça qui pop un peu par hasard, quoi. Ouais. En fait, il y a trop de unknown. C'est un peu le truc. Donc, il y a deux biais pour moi. C'est soit tu finis par ne jamais explorer, soit tu explores, mais en étant ultra wide, tu vois, en disant juste, on va faire un outil d'amélioration des documents, par exemple. Et en vrai, si jamais tu donnes ça à un développeur, si jamais tu as le bon développeur, peut-être que ça peut passer, mais dans 90% des cas, sinon, ils vont faire un Grammarly, tu vois. Ouais. Et tu es là en mode, ben non, mais attends, c'était pas ça. Enfin, ça, on sait déjà faire. Ça, on n'a pas besoin de l'AI pour ça. Et c'est un peu le biais, je pense, que tu peux avoir. Ok. Trop bien. Bah écoute, merci d'avoir partagé tout ça avec beaucoup de transparence en allant partager vos documents internes et tout, et un peu le. Ouais, avec plaisir. C'est cool. Franchement, c'est très utile. Et puis, ouais, je pense que il y a beaucoup de clés quand même dont on peut s'inspirer pour nos boîtes et tu vois, et pour pouvoir mieux explorer ce genre de sujet en gardant toujours nos utilisateurs en tête. Encore un grand merci, Christophe, d'avoir accepté de répondre à toutes mes questions et de venir dans Product Backstage. Et puis, est-ce qu'on peut tester Slide? On peut aller sur le site, on peut tester tout ce dont tu nous as parlé aujourd'hui là? Bah ouais, surtout maintenant parce qu'on a ce Slide Lab, donc en fait on commence à exposer beaucoup de feature flags aux utilisateurs. Mais slide.com, il y a une version gratuite qu'on va probablement limiter dans le temps dans quelques semaines. Il faut se dépêcher quoi alors. Non, mais bon après tu pourrais toujours l'utiliser et puis c'est un bon pricing, vous pouvez aussi commencer à l'utiliser. Mais ouais, slide.com. Okay. Trop bien, slide.com, on va aller tester tout ça. Encore merci à toi et puis à très bientôt du coup. Merci Simon.